Maintenant, une présentation de Juste, donc, qui est chargé de recherche de la ville. Moi, je suis entendu en attendant, donc chargé de recherche du ministère, donc comme moi, Holastic, et qui va nous parler de l'exploration et validation des modèles de simulation avec la plateforme ouverte OpenMol. Alors, ça permet de recontextualiser ce que je dis tout à l'heure Holastic. Donc, on traite vraiment l'ensemble du processus de Big Data, donc de l'acquisition à la visualisation. Mathieu, qui fait la simulation de données, s'occupe aussi de la partie visible du Lastig. Et là, on fait aussi de la simulation, donc juste à nous parler de ça, et plus particulièrement sur de la plateforme OpenMol. Voilà, merci à toi. Donc au début, vous pouvez penser que c'est pas hyper pertinent dans la journée de parler de simu. Mais en fait, déjà, les simus produisent des grosses données, donc concrètement, on a aussi des grosses données. Et derrière, en fait, il y a une question on aura des espaces de paramètres très grands, et le sort de la dimensionnalité, il est le même en fait dans des simus que dans des données. Alors donc, je vais vous parler d'OpenMol, qui est une plateforme ouverte pour valider et explorer les modèles de simus. Je vais d'abord commencer par donner un peu de contexte, parce que la plupart sont géomaticiens, mais peut-être pas géographes. Et en fait, la géographie quantitative a joué un rôle assez important dans le développement d'OpenMol, donc je vais donner un peu de contexte. En fait, il y a une tradition assez longue de modèles de simu, c'est pas si récent que ça, en géoquanti, pour simuler les systèmes territoriaux, essayer de les comprendre, essayer de valider les théories géographiques. Ça remonte pour OpenShow 87, ensuite toute l'école de Denis Puma en France, les modèles SimPop, jusqu'à les derniers SimPop plus récents. Par exemple, aussi des modèles de morphogénie urbaine, donc vraiment des modèles à différentes échelles, des systèmes de ville à la forme urbaine. De manière plus théorique, en fait, pourquoi on a besoin de modèles de simulation pour comprendre ce genre de système et pourquoi juste, par exemple, ne suffit pas. Il y a plusieurs arguments qui impliquent en fait une complexité intrinsèque aux systèmes territoriaux, aux systèmes socio-spatiaux. En fait. Et en fait, il y a différentes dimensions de la complexité, je peux rentrer dans chaque détail. Mais par exemple, ontologiquement, en fait, c'est intrinsèquement multidimensionnel ce système. Ensuite, évidemment, il y a une forte complexité dynamique, une forte dépendance au chemin. Typiquement, on pense au système de transport. On construit une ligne de transport, en fait, ça a conditionné les systèmes urbains sur des dizaines, voire des centaines d'années. Il y a des histoires de coévolution et évidemment, l'émergence, toutes les échelles, ces systèmes sont fortement multi-échelles. Alors, donc ça, c'est une étude de Franck Varenne sur un peu l'épistémologie de la géo. Et on a eu un peu différents courants d'explications en géographie. Et pour faire simple, en fait, on devient des juges déductifs, après plus inductifs. Et récemment, et c'est un peu le courant avec Denis Puma et les modèles de simulation en géographie, c'est un peu ce qu'on appelle de l'abductif, c'est-à-dire on a vraiment une itération entre la théorie et l'empirique. Et là où l'empirique est un modèle de simulation, mais aussi des faits civilisés empiriques. Et en fait, là, la simulation permet la synthèse des connaissances. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est des trucs extraits de la thèse de Sébastien Récoreo qui a analysé ces courants. Mais globalement, dans l'idée de validation et de vérification des modèles, il y avait globalement un manque d'outils et un manque de méthodes. On n'était plus dans juste valider le code, valider, ça s'appelle face validity, si on regarde qu'en sortie du modèle, ça ressemble un peu à ce qu'on veut. Mais il n'y avait pas de méthode un peu systématique. Voilà, à la fin de cette thèse, il propose une plateforme un peu intégrée pour valider les modèles. Et tout ça, en fait, c'est principalement dans un contexte d'un projet européen ERC qui s'appelait GeoDiversity. Alors, j'ai plus les dates, mais en gros, il a fini. Paul, tu étais employé par ça. C'était 2010-2015, un truc comme ça. Ça. Et en fait, ce projet qui était mené par Denis Puma, le but, c'était de. Alors, il y a plusieurs objectifs. D'abord, faire un peu des faits stylisés typiques sur les systèmes de ville du monde entier. Ensuite, construire des modèles de simulation pour essayer d'expliquer l'évolution et la forme de ces systèmes de ville. Et tout ça est rendu possible par des outils et des méthodes d'exploration, et notamment le logiciel OpenMol. En fait, dans cette ERC, il y a vraiment une collaboration des informaticiens et les géographes. Et notamment les informaticiens, c'était Romain Royon et Mathieu Leclerc, ainsi des systèmes complexes. Alors, la plateforme OpenMol existait déjà avant l'ERC, était en fait en début de développement, et l'ERC a permis de la pousser, de développer un certain nombre de nouvelles méthodes.
Juste pour finir sur le contexte, alors on voit pas très bien, mais c'est un petit extrait de réseau de citation de l'environnement scientifique autour d'OpenMall. En fait, j'ai juste pris les articles qu'il écrit OpenMall et regardé ce qu'il citait. Et c'est juste pour dire, en fait, on a toute une diversité de disciplines. C'est quelque chose d'un outil très interdisciplinaire. On a autant des modèles en géoquanti et des trucs en fait plus en complex systems, des trucs aussi en embryologie, il y a des utilisateurs dans ce domaine-là. Enfin, du coup, il y a pas mal de disciplines qui gravitent et qui ont gravité. Enfin, ça dépend de la communauté est assez variable et assez interdisciplinaire. Alors, quels sont les principes de la plateforme OpenMall? En fait, c'est basé sur 3 axes qui sont fortement complémentaires. Donc, alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre le plus logique. La première idée, c'est qu'on peut embarquer n'importe quel modèle sans interférence avec le modèle. C'est un peu le modèle une black box. On embed n'importe quel langage. Et donc, c'est la brique bleue en haut. Là, c'est des langages de programmation. N'importe quel langage de programmation quel exécutable, on peut l'embarquer dans la plateforme, mais à transparent. Une fois qu'on l'a embarqué, on peut appliquer un certain nombre de méthodes. Donc, des méthodes d'exploration, de validation, analyse de sensibilité. Je vais faire ça après. Qui sont state of the art. Donc ça, c'est la brique à gauche, par exemple, sensibilité, diversity search. Ça, donc, et ensuite, ces méthodes, la plupart demandent du calcul intensif, du HPC. Et donc, la dernière brique, c'est un accès complètement transparent aux environnements de calcul distribués, calcul intensif. Donc, le passage à l'échelle des méthodes, en fait. Alors, donc, OpenMall, c'est un logiciel, on peut le lancer en ligne de commande, mais il y a vraiment une interface web qui est censée être assez ergonomique. On va éditer nos scripts qui disent ce qu'on fait avec les modèles. Et on pourra les exécuter et suivre les calculs. Je ferai une petite démo après. Suivre l'exécution des calculs et un peu visualiser les résultats. Alors, c'est pas focus sur la visu, mais il y a quand même des plugins de visu. Juste pour détailler, qu'est-ce qu'on appelle un modèle de simu? C'est n'importe quel programme informatique en fait qui prend des entrées et qui les transforme en sorties. C'est très générique et en fait, souvent les gens pensent OpenMall c'est juste pour faire de la simu, mais en fait, si vous avez un workflow d'analyse de données, vous avez des paramètres, en fait, ça peut être embarqué comme un modèle dans OpenMall. Alors, c'est totalement agnostique au langage. Ça, c'est une petite liste, mais qui n'est pas exhaustive. Et donc là, je vais donner un peu des exemples de scripts rapidement. En fait, pour exécuter l'expérience, on a un DSL, un Domain Specific Language, qui est basé sur Scala. En fait, OpenMall est codé en Scala, qui est un langage très puissant. Ça a déjà été dit, ça fait du fonctionnel. Et en fait, ça combine le fonctionnel avec de l'objet, et c'est très, très puissant. Et on peut embarquer n'importe quel lib Java dans Scala aussi. Je n'étais pas censé faire pour Scala. Et en fait, Scala permet aussi d'étendre et en fait d'écrire un langage, ce qu'on appelle un DSL. En fait, on peut le faire assez facilement en Scala en définissant les opérateurs et tout. Ce qui fait qu'on a un petit langage de script qui est très simple à comprendre. Et il n'y a pas vraiment besoin de savoir coder pour faire des scripts OpenMall. Surtout qu'on peut récupérer les scripts qui ont déjà été faits et les exécuter. Là, par exemple, je ne sais pas si les gens connaissent NetLogo. Bon, NetLogo, c'est un truc pour faire de la modélisation à agent. C'est un logiciel et un langage particulier. Donc, il y a plein de gens sur le social qui utilisent ce logiciel. Et donc, on a des fichiers là, ça va être le modèle. D'ailleurs, pour NetLogo, ça va être un fichier de modèle. Et donc là, pour l'embarquer dans OpenMall, on va juste dire on fait une NetLogo task et lui donner évidemment le fichier du modèle, c'est le premier. Ensuite, lui donner des instructions à exécuter dedans. Et ensuite, il donne les inputs et les outputs. Et donc là, on a embarqué le modèle en fait avec juste quelques lignes de code. On peut faire une chose, alors là, c'est un autre exemple avec R. Pour du code R, on a une R task. Là, on lui donne le code R à exécuter. Bon, là, on récupère un fichier R et on exécute une fonction d'un fichier R. Et pareil, on lui donne les inputs, et là, il n'y a pas de truc, c'est bizarre. Mais... Et pareil, on a une Python task qui marche exactement pareil. Et on a plein de trucs, des Scilab classes, des machines classes. Et pour ceux qui ont des langages peut-être un peu plus exotiques, ou par exemple des trucs plus machine, du C ou du C++, on a une container task, où là, vous pouvez lui donner un Docker, en fait, n'importe quel Docker. Ça exécutera votre Docker. On se base sur Singularity pour exécuter les Docker, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc là, votre container task, vous pouvez soit lui donner
une image qui est sur le Docker Hub. Là, par exemple, c'est un mini Debian. Donner juste une commande de terminal, c'est un exemple. Hello World. Et vous pouvez aussi lui donner un fichier TGZ de votre image Docker que vous avez packagé. Ou alors lui donner le nom de votre Docker compliqué que vous avez poussé sur votre compte Docker. Et donc là, par exemple, il y a un argument particulier, c'est de donner des commandes à exécuter avant d'exécuter le code pour installer par exemple certaines lignes. Et donc là, dans script Hello World Docker, on voit aussi un autre élément d'OpenMol que je vais détailler par la suite. C'est le fait de pouvoir coupler des modèles, en fait, et en fait, c'est vraiment un système de workflow. On peut enchaîner des tasks et donc coupler des modèles. Là, typiquement, dans la dernière tâche qui fait l'expérience, on couple le container avec un truc de post-processing qui est le parsing. On a deux tâches et c'est séquence les chaînes. Alors, donc sur les méthodes, là, c'est une liste non exhaustive des méthodes. On peut estimer des paramètres, faire de la sensibilité, étudier la robustesse du modèle, faire de l'optimisation. La majorité de ces méthodes sont conçues pour pouvoir passer à l'échelle et aller sur des environnements calcul distribués. Et en général, ou quasiment toutes, pas toutes, parce qu'il y a certaines de la littérature qui faisaient pas ça, gèrent la stochasticité, le fait que votre modèle est stochastique. Je sais pas à quelle heure on commence. Donc là, juste un exemple de syntaxe d'une méthode. Là, c'est un truc très simple. On fait un échantillonnage dans un espace de paramètres. Donc ça s'appelle direct sampling OpenMol. Donc là, je peux pas aller. Du coup, je pourrais pas passer les slides. Ah non, sinon, je sais les trucs, moi, je passe. Donc là, la méthode, ça va être échantillonnage simple, direct sampling. On lui donne question d'exécute, donc c'est MyModel qui avait été défini avant, c'est la tâche du modèle. Et là, on lui donne la façon de faire un sampling. Donc là, il y a pas mal de primitives différentes, mais là, par exemple, c'est un LHS, c'est une façon d'échantillonner l'espace, la Tan Hypercube Sampling. Il y a aussi du Snowball Sampling, pour ceux qui connaissent. Il y a aussi pour faire du grid sampling, on a aussi des opérateurs. Et ça, c'est les paramètres, on dit dans quelle plage ils valent. Donc là, on va tirer 500 points de paramètres dans ces pages-là. Et enfin, donc le dernier point, c'est le passage à l'échelle grâce aux environnements de calcul. On avait la même tâche que tout à l'heure, mais là, on va dire que le même modèle, en fait, il prend une demi-heure à exécuter. Donc sur votre ordi, vous ne pourrez jamais le faire. Si vous faites, c'est juste 500 points. 500 fois une demi-heure, c'est cuit. Donc là, vous dites, j'ai j'ai un accès à un cluster. Donc, vous avez juste à définir une unité de calcul. Si votre cluster, par exemple, c'est un Slurm, vous faites Slurm Environment. Vous lui donnez les paramètres de login. Et après, vous avez juste à lui dire, exécute MyModel on le cluster. Et donc là, il va distribuer. En fait, c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Il n'y a pas besoin de compétences de gérer tel type de cluster, gérer tel truc. Et par exemple, il y a aussi un environnement grille européenne de calcul, carré qui est un truc qui est assez compliqué à utiliser normalement. En fait, des non-informaticiens peuvent accéder à la grille, comme ça, en disant juste EGLI Environment et MyModel on la grille. Donc voilà, il n'y a pas de connaissance, enfin, il faut un minimum de savoir quand même pas lancer n'importe quoi et tout, mais quand même pas vraiment de connaissances assez techniques sur l'utilisation du cluster et pas d'installation préalable. Voilà, c'est une liste de tous les environnements disponibles. Faire du multithread local, du SSH, ensuite tous les clusters, tout PBS, Slurm, Condor, SGE, OR, c'est tous les clusters. Et EGI Grid, c'est la grille de calcul européenne. Il faut juste donner votre certificat et ça accède à la grille. Peut-être, il me reste combien de temps bon. C'est libre. Ok. Bon, je vais quand même essayer d'aller vite. Là, maintenant, je vais illustrer un peu certaines méthodes et dans quelle mesure les méthodes, en fait, l'utilisation des méthodes accompagne le processus de modélisation. Donc, en fait, c'est un peu de la construction itérative des modèles en même temps que leur validation. En fait, on a un premier modèle, on le teste, on le valide, on voit que en fait, ça marche pas très bien. On le change un peu, on applique une autre méthode. Et donc, évidemment, tout est tractable. Donc, en fait, on sait qu'on a rajouté des processus parce que avec la première expérience, ce processus, c'était pas suffisant pour reproduire les objectifs. On a enlevé tel processus, qu'on a une expérience qui a montré que ce processus-là, il ne servait à rien. Et voilà. C'est reproductible parce que tout est scripté. Et c'est réutilisable, on peut récupérer les scripts et changer les expériences et tout ça. Alors, dans le cadre de l'évaluation de modèles, ce qu'on fait en général, là, c'est
peut-être un peu spécifique au modèle de simu en géo. Mais c'est l'idée, on va essayer d'évaluer des modèles et par cette évaluation de modèles, évaluer aussi des théories. Et les théories, ça peut être des hypothèses concurrentes. Par exemple, la croissance des villes était plutôt due aux migrations de personnes, ou alors plutôt due à une planification top-down. Donc on a les deux hypothèses concurrentes. On ne sait pas si l'une est plus vraie que l'autre. Il y a les deux simultanément, mais laquelle est plus importante. On va traduire ça en fait en mécanisme dans un modèle. On va combiner différents mécanismes, et ensuite on a un certain nombre de méthodes pour dire tel ou tel mécanisme est important ou pas. Et là, donc les méthodes que je vais détailler, ça sert par exemple à regarder si les mécanismes sont suffisants pour reproduire des faits stylisés, s'ils sont nécessaires, et s'ils sont uniques ou pas. Unicité, ça c'est important, c'est la question des finalités. En fait, pour produire le même pattern, on peut avoir différents modèles, différents processus. Et sur les systèmes sociaux, ça arrive assez souvent, en fait, quasiment tout le temps. En fait, on a 10 explications différentes et on ne sait pas dire laquelle est la bonne. Donc, le premier travail que Romain et compagnie a fait avec la thèse de Clara Schmitt, là, c'est regarder est-ce que les mécanismes sont suffisants pour reproduire l'effet stylisé. Donc, l'approche classique, on va faire juste de l'échantillonnage un peu brut. On tire 100 millions, 1 million de points de paramètres avec un seul bol. Mais là, donc, il y a le problème de la taille des données. Donc, en fait, on passe à faire du data mining. Et on sample l'espace des paramètres, on peut laisser des trous. Et en fait, dans ces trous, il se passe peut-être des trucs super importants pour le modèle et on les a loupés. Donc là, l'approche qui va être une approche par algorithme génétique, c'est faire un peu l'approche inverse. On va partir des sorties et essayer de trouver les paramètres qui vont générer ces sorties. Donc, on formalise ce qu'on appelle des indicateurs de modèle. Les indicateurs, c'est en fait les sorties du modèle. Et ces sorties, elles ont une signification thématique. Là, dans le cas d'un système de ville, donc c'est le modèle, je n'ai pas écrit le nom du modèle, c'est le modèle qui s'appelle SimPop Local, essayait de reproduire l'émergence de systèmes de ville. En fait, c'est quelque chose qui a été observé par l'archéologie, à peu près à la même période, alors je sais plus, c'est en moins 6000 ou autre chose ça, dans 3 régions du monde différentes, les systèmes de village sont transformés en systèmes de ville, donc sont devenus hiérarchiques en termes de taille des villes. Et les villes sont devenues des centres d'échange et tout ça. Et donc, SimPop Local cherche à trouver des façons d'expliquer cette émergence. Et en fait, ça, typiquement, ça se traduit par... ça, c'est le système initial avant la transition. Le rang taille, donc la taille des villes en fonction de leur rang était plat. C'était des villages tous à la même taille. Et en fait, on est arrivé à un système hiérarchisé. Donc là, la loi rang taille, c'est une droite. Donc, comment, en fait, on a eu cette transition? Et donc là, les objectifs, c'est de reproduire cette distribution qui, en fait, techniquement, c'est une log normale. On essaye de fitter la distribution de taille des villes avec une log normale. On essaie de fitter la taille max de la plus grosse ville, c'est 10 000 habitants. Et ensuite, fitter aussi le temps de transition, qui est à peu près 4 000 ans. J'ai ces 3 objectifs. Je n'ai pas écrit. En fait, j'ai peut-être écrit après. En fait, du coup, on a 3 objectifs et ces optimisations multi-objectifs. Ils sont intégrés dans OpenMall, l'algorithme NSGA2, c'est un algorithme génétique pour l'optimisation multi-objectifs. Et donc là, dans ce cas-là, on trouve qu'il n'y a pas de compromis entre les objectifs, et donc il y a un point des paramètres qui était optimal pour essayer de reproduire ces 3 faits stylisés. Et voilà. Bon, après, dans notre cas, on aurait pu trouver, par exemple, qu'on sait reproduire certains aspects et d'autres non. Et en changeant d'aspect des paramètres, on aurait pu dire d'autres. Et en fait, là, le fait d'utiliser les calculs distribués, c'est essentiel parce qu'on gagne un temps 1000 en parallélisant sur la grille de calcul. Et pareil, la façon de gérer la stochasticité, on gagne aussi un temps 100. Alors, je vais peut-être passer un peu plus vite. Ça, c'était pour la suffisance. On montrait que les mécanismes du SimPop Local permettaient de reproduire l'émergence du système de ville. Ensuite, il y a d'autres méthodes, et par exemple la nécessité. Et donc là, je vais passer, mais c'est un autre algorithme qui est intégré dans OpenMall, qui a été développé aussi par l'équipe de ISC dans l'URC. Là, c'est un algorithme des profils. C'est un peu comme tout à l'heure, on va faire des calibrations avec des algorithmes génétiques, mais le long d'un profil d'un paramètre. Et on va avoir un paramètre fixé, on va dire, on prend toutes les valeurs dans sa grille de variation, et pour chaque valeur, on va faire une calibration. Et en fait, ça permet, alors ça, c'est des illustrations stylisées des profils. C'est l'erreur de calibration du modèle en fonction de la valeur du paramètre. Et donc, si on a une courbe comme ça, où en fait, il faut être le plus petit possible sur l'erreur de calibration,
Si on a juste une petite zone où c'est bon, c'est-à-dire que le paramètre va avoir cette valeur avec tel intervalle de confiance entre gros guillemets. Si on a des profils comme ça, c'est qu'il y a deux valeurs possibles. Et donc là, il y a les finalités. Si on a un truc comme ça, qu'on est tout le temps en dessous de l'erreur, c'est-à-dire que le paramètre ne sert à rien, on peut virer le mécanisme. Et si on a un truc qu'on n'est jamais en dessous de l'erreur, c'est-à-dire qu'on n'est jamais capable de calibrer le modèle. Donc en pratique des résultats avec le SIMPOP local, pour un paramètre qui est lié à la diffusion d'innovation entre les villes, on trouvait une plage assez fine. Alors, vous voyez, c'est en log scale. Et c'est quelque chose qui aurait été complètement manqué par une grille Sobol ou régulière. Entre des valeurs très petites. Et il y a un autre processus qui est lié à la durée de vie des innovations. Et donc ça, vous pouvez le virer ce mécanisme parce qu'il sert à rien. Bon, je vais passer sur les méthodes. Ensuite, là, c'est de la multimodélisation pour trouver l'unicité des mécanismes. Donc fait par Clémentine Cottineau et notamment Paul Chaperon qui est petit ici. Si vous voulez plus de détails, allez voir Paul. C'est un de ses travaux de postdoc. Voilà, je vais passer parce que c'est un peu long. Mais donc là, avec un autre algorithme qui est un NSGA2, mais un peu modifié, qui est... Ok, ouais, je conclue en 5 minutes. Qui est un Nisha NSGA2. Là, il était capable de calibrer simultanément 64 modèles différents. Et donc là, c'est pareil, c'est Paul qui a fait ça. En fait, on peut complexifier progressivement les modèles, soit en mettant un espace plus complexe, en passant d'un espace abstrait à un espace vrai, donc là, c'est l'URSS. Soit en complexifiant les interactions entre les agents, en n'ayant pas d'interaction, en mettant des interactions plus compliquées. Soit l'axe 3, c'est en changeant les fonctions d'implémentation de chaque mécanisme. Donc là, on a une famille ce qu'ils appellent une famille de modèles qui est calibrée. Et ensuite, on peut faire un peu des stats sur les résultats de calibration et trouver quels sont les paramètres qui expliquent le mieux la qualité des signes. Et donc là, je vais passer, mais on a aussi des algorithmes de recherche de diversité pour échantillonner l'ensemble de l'espace de sortie d'un modèle. Et finalement, encore un truc que je vais passer, on sait faire des problèmes inverses en utilisant une modification de NSGA2 aussi. Là, c'est un exemple pour résoudre du rastrage. Et finalement, on a encore d'autres trucs là, qui sont implémentés en partie dans OpenMOL, mais qui sont aussi expérimentaux, là qu'on développe plutôt avec Julien. Donc Julien Perret qui est là aussi. Donc ces méthodes qu'on appelle d'analyse. Analyse sensibilité spatiale, donc là c'est quelque chose qu'on a un peu inventé nous. Notamment ça venait sur le site de Clémentine. Je sais plus qui avait l'idée à la base, c'était marrant. Le terme d'analyse sensibilité spatiale, mais c'est l'idée de changer, au lieu de changer les paramètres du modèle, on change les conditions spatiales. Donc c'est-à-dire si on a une ville très dense, on fait tourner un modèle d'épidémio. C'est évidemment très différent que si on fait tourner ce modèle d'épidémio dans une ville moins dense. Alors là, pour un modèle d'épidémio, ça paraît évident, mais en fait, pour pas mal de modèles en sciences sociales, c'était jamais fait. Et typiquement, le modèle de Schelling, là, dans le premier papier, on avait pris des modèles jouets que tout le monde utilise, et on a montré que ça changeait. En fait, il y avait autant de variabilité due à l'espace que de variabilité due aux paramètres. Et enfin, une dernière illustration, c'est sur le couplage de modèles. Je ne vais pas détailler, mais le fait qu'OpenMOL permet de faire du couplage. Là, c'est un exemple que j'ai fait dans mon dernier postdoc où coupler un certain nombre de modèles et de composants ouverts pour finalement faire un modèle de transport à 4 étapes, mais très modulaire. Par exemple, là, pour simuler le transport, on a le modèle MAPSIM, pour ceux qui connaissent, c'est un truc de micro-simulation de transport. Et on le couple avec la population synthétique et tout ça. Donc, et par exemple, si vous pouvez récupérer ça, et si vous n'aimez pas cette population synthétique-là, vous pouvez le remplacer par un autre. Pareil, si vous n'aimez pas la micro-simulation, vous pouvez le remplacer par un autre modèle aussi. Il y a un autre exemple de couplage, c'est le SimPLU avec l'IO de chaleur. Donc, SimPLU, c'est un truc qui a été développé par Michael Brasman à l'IGENS pour simuler l'effet du PLU sur ce qu'on peut bâtir. Et enfin, ça, c'est des trucs que je fais avec de l'ISP-humain sur en fait, faire du couplage, mais multi-échelle. Une petite synthèse. Alors, OpenMOL fait tout. Donc là, on compare OpenMOL avec d'autres trucs, par exemple Spark et d'autres langages. Bon, OpenMOL fait tout, mais c'est parce que l'écrit, c'est ce qu'on veut faire nous, quoi. Évidemment, si on mettait des trucs sur lesquels Spark est meilleur, ce serait meilleur. Mais donc, voilà, exécuter les containers, avoir un système de workflow, toutes les différentes méthodes et tout ça. Donc, en fait, pour ces applications qu'on a d'exploration de validation des modèles, OpenMOL fait vraiment tout par rapport à ses concurrents. Alors, comment utiliser OpenMOL? Vous pouvez aller sur le site, le télécharger. C'est free et open source. Il y a un exécutable Java qui a besoin d'installation. Vous pouvez aussi récupérer le code source compilé. C'est bien expliqué qu'on va faire. Et si vous l'utilisez beaucoup, vous pouvez contacter l'équipe de développement et on pourra vous faire une instance en ligne sur MyOpenMOL. En fait, oui, du coup, je n'aurai pas le temps de faire la démo, mais la GUI, en fait, ça marche comme un client web.
Donc en fait, vous pouvez avoir une instance en ligne. D'ailleurs, elles sont hébergées au lab, je ne sais pas si c'est sur Stratus Lab ou sur le cloud du lab, elles sont hébergées, les instances MyOpenMall. Vous pouvez recevoir beaucoup d'aide, il y a un chat. Vous pouvez vous inscrire sur MyOpenMall et c'est très réactif, en général, dans la journée, c'est une réponse. On a des coding camps tous les ans. Alors là, cette année est déjà complet, mais pour 2024. Et, à l'IGN, la communauté, c'est Paul Chaperon, Julien Perret et moi-même. Pour contribuer aussi, on a ce qu'on appelle un market, c'est un peu une liste de cas d'études et que vous pouvez accéder depuis l'application. Donc là, c'est le repo GitHub. Vous pouvez faire une pull request sur GitHub pour rajouter des exemples de votre discipline ou d'un langage pratique. On fait de la formation aussi. En novembre, il y a un workshop qu'on appelle Ex-Modelo, en fait, pour vous apprendre à vous servir d'OpenMall. C'est l'héritage. On a fait 3 écoles d'été dans le passé qui étaient un peu plus longues. Là, ce sera juste 3 jours. Mais donc voilà, si vous êtes intéressé, les candidatures sont ouvertes sur le site. Et finalement, en lien avec OpenMall, il y a aussi une entreprise, enfin c'est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui fait du conseil scientifique et de la R&D, qui est le même modèle que tu as mentionné. Tout est open source et on vend une expertise autour. Donc là, les fondateurs, c'est Romain Reuillon, Mathieu et Catherine. Et donc ensuite, il y a aussi des sociétaires, dont moi et Paul. Voilà, juste pour résumer très rapidement. Donc, en fait, toutes ces méthodes, ça a vraiment permis un saut qualitatif dans ce qu'on peut extraire d'un modèle de simu. En fait, on est passé de cas où les gens bougeaient un peu les paramètres, regardaient, disaient un peu n'importe quoi, mais c'était un peu. On samplait un millionième de l'espace des paramètres, on dit, ah, le modèle permet de faire ça, à des choses vraiment plus systématiques pour dire, en effet, le modèle, dans l'ensemble de son espace de comportement, on est capable de reproduire tel truc, on n'est pas capable, ça explique ça et tout ça. Il y a vraiment des exemples dans beaucoup de disciplines, en géo, en écologie, en épidémiologie. Donc, je ne vais pas rappeler les caractéristiques. Ça, j'ai tout dit. Et on pense que pour le futur jumeau numérique, pour la partie simu, ça devrait être une brique essentielle intégrée dans le jumeau. Pour ceux qui connaissent le projet jumeau, parce que on pense que dans la construction des modèles, la validation doit être dès le départ, dès le départ de la construction des modèles. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, je vais commencer rapidement. J'ai une question qui est un peu thématique. Alors, je ne connais pas très bien les travaux de Denise Clumin sur les modèles de simulation, mais il me semble qu'il y avait plusieurs modèles qui avaient été proposés. Il y avait il y avait le modèle de Clémentine Coutinho sur la Russie, il y avait des modèles plutôt sur l'Antiquité, je crois, ou des choses comme ça. Antiquité, c'est plutôt Lena Sanders, mais sinon le Simpop local, oui, c'est sur la transition urbaine. Oui, c'est Antiquité. Et du coup, je me demandais, est-ce que le fait d'explorer un peu de manière systématique des paramètres, les choses comme ça avait permis d'aboutir à une sorte de métamodèle qui permettait d'expliquer sur le temps long, ou est-ce qu'il y a toujours cette distinction entre plusieurs modèles? C'est assez chaud, en fait. Du métamodèle, c'est ce que Clémentine a fait. En fait, son modèle, c'est déjà une famille de modèles, un métamodèle. Enfin, là, il y en a 64, par exemple. Ensuite, tu as un espèce de métamodèle où on arrive à faire du 2000 ans. On n'en est pas encore là du tout. En fait, la plupart des modèles sont assez ciblés sur une période. Parce qu'en fait, les faits ciblés sont tellement différents et c'est des transitions tellement compliquées qu'on ne peut pas les endogénéiser. Typiquement, sur le Simpop 2, il y avait la révolution industrielle qui était en fait complètement exogène au milieu de la période d'exécution du modèle. Il disait, il y a une révolution industrielle, on change la façon dont les villes interagissent. Et c'était complètement exogène. Ensuite, moi, par exemple, j'ai travaillé sur une extension d'un modèle de Denise où je focusais sur les infrastructures de transport. Et en fait, pour le calibrer, le modèle, je faisais sur des fenêtres temporelles pour être stationnaire. En fait, je pense qu'à terme, enfin, c'est un truc vers lequel on essaie d'aller, mais pour l'instant, on est complètement. La plupart des modèles sont complètement stationnaires. Pour l'instant, mais pas forcément. On a un travail avec Florent Lénéchet
sur justement essayer d'endogénéiser certains aspects des transitions. Là, c'est un travail sur les megacity regions, qui sont en fait des typologies des régions géographiques qui sont en train d'émerger, c'est-à-dire c'est un peu des régions urbaines très polycentriques. Par exemple, c'est la Randstad, Amsterdam, La Hague et Rotterdam. En Chine, il y en a plein, c'est autour de Guangzhou, Pékin et tout ça. Donc en fait, c'est un régime urbain qui n'existait pas avant et qui est en train d'apparaître. Et donc là, les gens essayent de trouver des explications de pourquoi ça s'est en train d'émerger. Il y a eu des hypothèses qui datent de Florence, c'est des histoires liées à la gouvernance un des processus qui est important dans cette émergence, c'est des trucs liés à la gouvernance des transports, que les acteurs des transports collaborent ou pas. Et donc, on a fait un modèle qui s'appelle Lutetia, où on essaye d'endogénéiser la collaboration entre les acteurs, un peu endogénéiser la transition. Parce que dans ces cas-là, en fait, le modèle il est hyper stylisé, hyper simplifié. Et dans ces cas-là, on focus sur endogénéiser la transition, mais du coup, il y a plein d'autres aspects qui sont simplifiés. Mais des modèles qui feraient tout et qui en plus seraient complètement endogènes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne connais pas du tout, mais on parle de combien de paramètres optimisés sur le modèle pour avoir une idée d'ordre de grandeur? Parce que on parle beaucoup le deep learning maintenant, les médias en parlent beaucoup, mais pour vos modèles, c'est combien à peu près? Ça dépend, ça dépend beaucoup des modèles. Si pop local, je sais pas, ça doit être 5-6. Donc c'est pas énorme en fait, mais en général, c'est pour la totalité des modèles qu'on fait nous, c'est complètement non linéaire, donc on est obligé de faire des heuristiques de recherche dans l'espace. Et donc c'est toujours, même s'il y a un petit nombre entre guillemets, c'est quand même très, très coûteux. Et ensuite, il y a d'autres modèles qu'on a beaucoup plus. Quand j'ai parlé de découplage, là, en fait, si on couple deux modèles à 5 paramètres, ça en fait 10. Et en fait, même plus, parce qu'il faut en fait, du couplage, il faut rajouter des processus de couplage qui ont leurs propres paramètres. Je sais pas, un des derniers modèles que je vais explorer, il doit en avoir 15. Là, ça commence à exploser. Et en fait, c'est pas comparable aux milliards de paramètres du machine learning parce que j'ai même pensé pourquoi d'ailleurs. C'est pas les mêmes types de paramètres en fait, c'est des paramètres liés à des processus. En fait, je sais pas, en machine learning, des paramètres, c'est juste un poids d'un. Du coup, ça, c'est ce que c'est capturé. Tu vois, j'ai jamais pensé à l'analogie et une comparaison quoi, en termes de. Bon, on pourrait imaginer un modèle de simu un milliard de paramètres. Je pense pas que ce soit comparable. En fait, les tailles des espaces sont aussi grandes que 15 et surtout vu qu'on a vraiment cette linéarité très forte, on ne peut pas juste faire une grille très lâche. En fait, on a des zones où il faut le zoomer en log ou en log. Je pense que l'espace effectif, entre guillemets, est assez énorme. Même avec un petit nombre, entre guillemets, même une dizaine de paramètres. Je n'ai jamais réfléchi.